Parlons Nature, votre émission hebdomadaire de protection, de découverte de l'environnement et du développement durable en Gironde. Si vous aussi vous aimez prendre soin de votre planète. Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes dans votre émission Parlons Nature, diffusée tous les lundis à 18h30 et rediffusée le mardi à 11h15. Cette semaine, nous recevons comme invité Fabrice Caïd, qui est directeur de l'atelier Déco Solidaire. Il est accompagné de Florent Lafitte, chargé de mission de développement durable, et nous sommes également en compagnie de Sylvain Pasini, qui animera cette émission avec moi-même. Alors, l'atelier Déco Solidaire, vous qualifiez cet atelier notamment de recyclerie créative. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept de recyclerie créative et de l'atelier ? C'est un concept innovant, puisque c'est une démarche qui est en train de se mettre en œuvre au niveau national, qui a démarré à peu près depuis 10 ans, qui est fondée sur le fait qu'on produit beaucoup de déchets. Bon, ça c'est une surprise, je pense, pour personne, mais en particulier pour ce qui concerne la recyclerie, ce sont des déchets réutilisables. Donc le principe de la recyclerie, c'est d'identifier ces déchets réutilisables, de se fédérer avec les collectivités, avec les entreprises, de travailler en partenariat pour pouvoir les collecter, c'est un certain nombre de ces déchets, le plus possible dans l'avenir, mais pour l'instant à une dimension de démarrage, et avec une partie qui retourne directement dans la consommation et une partie qui est valorisée de manière créative, ce qui fait la recyclerie créative. D'accord. Alors, comment les récupérez-vous, ces déchets ? Auprès de déchetteries Dites-moi. Non, les déchetteries, pas encore, même si sur certains territoires en France, c'est assez courant. On n'en est pas encore là sur la Cube. Là, actuellement, la collecte se fait à plusieurs niveaux. Les gens nous emmènent sur notre adresse au bassin à flot, directement des matières ou au Grand Parc. On a aussi une collecte sur rendez-vous qui est quand même assez importante. C'est-à-dire que les gens nous appellent parce que maintenant ça fait presque 4 ans qu'on existe, on a eu une couverture médiatique assez importante sur l'activité du fait de son innovation et des vertus sociales et environnementales qu'elle peut générer. Donc ce qui fait qu'on est assez connu sur ce sujet, et donc on a une collecte à domicile qui est assez conséquente et qui nous alimente suffisamment, je dirais, pour l'activité qu'on génère. D'accord, donc ces produits qui vont être collectés, ça peut être du mobilier, mais également des matières, des matériaux, de tout et de rien finalement, que vous collectez, valorisez. Comment ça marche au niveau du circuit ? Oui, c'est la particularité de la recyclerie créative, c'est qu'elle est sur une logique de captation de déchets, avec sa limite de réutilisation. Et donc, quand on est sur format réutilisation, il y a aussi des fois des projets créatifs, des projets artistiques qui peuvent être faits avec ces déchets. Donc, ce qui fait qu'on élargit le champ de la réutilisation, ce qui fait qu'on est amené à pouvoir récupérer des fûts de bière, par exemple, dans des restaurants, parce que il y a une sphère en plastique à l'intérieur qui nous permet de faire des luminaires et tout un tas de choses, comme des caisses de vin dans une usine à Saint-Médard-en-Jalles, ou aller chercher des meubles chez un particulier. On élargit aussi la réutilisation de ces déchets, notamment sur le Grand Parc, avec là une vocation moins qu'artistique mais plus sociale, à pouvoir apporter sur un quartier auprès des gens qui ont des ressources limitées, des équipements qui soient des vêtements, qui soient de la vaisselle, qui soient des livres. On a une énorme bibliothèque de livres qui sont vendus à 50 centimes, 1 euro. Et des meubles aussi à bas coût. Donc il y a vraiment une logique de réutilisation à bas coût qui rend un vrai service social et qui crée aussi du lien social sur un quartier, parce que la particularité des déchets, c'est qu'il est unique. C'est-à-dire qu'un meuble d'aujourd'hui, on l'aura peut-être plus demain. Donc il y a une animation qui est faite autour de ça sur un quartier, qui permet aux gens de s'équiper, et puis du coup aussi de porter la réflexion sur le fait que ce que nous on considère un déchet, donc dans sa définition, ce qu'on veut abandonner, quelque chose qu'on veut abandonner, ça peut être utile à quelqu'un d'autre, et que le déchet de l'autre peut nous être utile à nous-mêmes. Et quand cette réflexion elle commence à mûrir dans la tête de nos concitoyens, on est sur un format pédagogique pour travailler sur des pratiques et répondre à les obligations de la collectivité de faire de la prévention, ce qu'on appelle, c'est-à-dire inciter les gens à mieux se comporter avec leurs déchets, mieux les trier, mieux les réutiliser et les donner quand ils sont encore utiles à d'autres. Donc on conseille vivement à tous nos auditeurs de se tourner vers vous quand ils ont des déchets dont ils veulent se débarrasser, du mobilier dont ils veulent se débarrasser.
Pour faire tout cela, vous êtes beaucoup, vous avez une sacrée équipe au sein de l'atelier d'éco-solidaire, des designers, des artistes plasticiens, des chargés de mission. Et alors on a vu sur votre site internet le site de valoriste le métier de valoriste créatif, dont on entend finalement assez peu parler. Qu'est-ce que c'est exactement, un valoriste créatif ? Le valoriste créatif, typiquement, c'est quelqu'un qui, au vu d'une matière qui est au rebut, d'un objet ou d'un mobilier, va avoir un projet créatif avec ça. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on va travailler avec des jeunes designers, des jeunes plasticiens, des jeunes artistes, et en même temps aussi avec des seniors, parce qu'on a un groupe de seniors avec des compétences acquises dans les années hippies, les années 70, où les années 70 étaient extrêmement développées, toutes ces activités manuelles, de transformation, etc. Et c'est ça qui est assez intéressant et remarquable, enfin, la transversalité intergénérationnelle qui peut se créer autour de ça. Et le valoriste créatif, il sait identifier ce qu'il va faire d'une matière qui est au rebut. D'accord. Et tout ceci, donc créateur de liens sociaux, mais à moindre coût pour l'environnement. Il faut le rappeler, c'est vraiment un procédé qui pourrait... Justement là-dessus, donc l'atelier d'éco-solidaire existe depuis 4 ans. Quelles sont les évolutions que vous avez perçues dans le comportement des personnes qui viennent vous voir ? Est-ce que vous percevez une évolution des comportements de consommation ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher aux gens à un moment T de se dire là ce meuble vraiment je peux plus le voir, j'ai envie de le remplacer. Voilà, on est dans une société de consommation et on peut agir sur la raisonner cette consommation pour une consommation plus soutenable, mais il ne faut pas non plus se leurrer. Enfin, je veux dire, on a encore beaucoup d'efforts à faire là-dedans. Donc l'idée que les gens puissent à un moment donné ne plus avoir envie de ce qu'ils ont ou ne plus en avoir besoin, c'est relativement légitime. Après, c'est justement comment le politique répond au fait que ils aident des infrastructures à exister de proximité qui vont réutiliser cette matière ou ce mobilier, et donc ils vont permettre justement là au niveau écologique de pas incinérer, de pas enfouir ces déchets. C'est 33 000 tonnes sur la Cube sur une année, chiffre 2011. Tout ça, c'est ça qui est extrêmement anxiogène pour l'environnement, alors qu'au contraire, si on met en place des politiques de réutilisation et des infrastructures de réutilisation sur un territoire, c'est de l'emploi, c'est de la créativité, c'est de la transversalité intergénérationnelle, c'est du pouvoir d'achat aussi, comme je disais tout à l'heure, sur un quartier avec des gens qui ont des moyens limités. Donc il y a énormément de choses à extraire de ça, et donc notre rôle à nous qui sommes innovants dans la fonction, c'est d'inciter à ce que ça se développe, et on fait le boulot. Nous avons reçu, il y a maintenant 3 semaines de ça, la directrice de la déchetterie Sivom, la nouvelle déchetterie nouvelle génération à Florac. Justement, ils avaient un service de rénovation, comme ça, de revalorisation des déchets. Est-ce que vous avez pour projet de travailler avec ce genre de déchetterie qui essaye de penser un petit peu comme vous, finalement ? Oui, c'est exactement la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand les pouvoirs publics, et là c'est le cas ce qui concerne le Sivom, mettre en place des systèmes qui peuvent faciliter la mise à l'écart de ce qui est réutilisable, que ce soit de l'électroménager, que ce soit des meubles, que ce soit des vêtements, etc. Et c'est ça qui va générer le développement de structures, le développement de cette économie sociale et solidaire autour de la réutilisation des déchets. Et évidemment, on ne peut qu'inciter, nous, dans notre activité, à s'équiper de ce genre d'outils pour les collectivités qui sont bien mieux évidemment que la recyclerie qu'on a sur la Cube en général et qui ne nous donnent pas accès à pouvoir prélever des matières. Et du côté des particuliers, est-ce que vous apprenez un peu au public à revaloriser ses propres déchets eux-mêmes, donner des cours par exemple, des trucs comme ça, vous le faites ou... Oui, c'était une question assez centrale sur l'activité. Alors on a sur les réseaux, on essaie d'être le plus explicatif et notamment en images sur la manière dont on transforme du mobilier. Et on a depuis janvier 2012 des ateliers libres en fait qui permettent aux gens de venir appliquer les heures de travail qu'il faut sur de la matière ou des mobiliers pour le customiser, pour lui donner une seconde vie, pour le réparer.
On le fait au quartier du Grand Parc, dans un quartier sensible, et c'était justement cette idée que nous, ce qu'on transforme au niveau artistique, on y applique des heures, et donc on est obligé de revendre un peu plus cher, parce que ces heures, il faut les payer. Justement, en le faisant soi-même, est-ce qu'on peut aussi accéder à la créativité, à la customisation, au relookage, et donc l'accès à cet atelier à très très bas coût, c'est 2 euros la séance de 3 heures, permet à des gens de venir régulièrement rénover et prendre plaisir justement à avoir accès à cette créativité. Et pour ça, il faut s'inscrire ou comment ça marche? Oui, alors je fais une promotion relativement limitée parce que pour l'instant, il y a une visibilité de cet atelier jusqu'au fin mars. Mais sinon, c'est une adhésion à l'association qui est de 6 euros. Et après, c'est des séances à 2 euros. Alors, on prévient parce qu'on a quand même une limite de 6-7 personnes par atelier. Mais c'est 2 fois par semaine, 17 à 20 heures le mardi et le jeudi. Et c'est vraiment l'idée d'avoir une équité d'accès à la créativité. Donc, si on rénove un meuble, on peut repartir avec ? Là, l'idée va être complètement, c'est-à-dire que nous, on a des bénévoles qui travaillent sur des matières et qui participent à produire l'activité de l'association, et donc c'est pas leur matière à eux. Là, typiquement, c'est justement que les personnes puissent emmener leur objet et repartir avec, évidemment, quand ils l'auront fini, avec les conseils qui vont avec, un certain nombre d'outils et un lieu aussi qui permet de faire des travaux qui sont un peu compliqués, comme le ponçage, par exemple, chez soi, ou des choses comme ça. Et pour les publics encore plus jeunes, est-ce que vous intervenez dans les écoles, ce genre d'activité, vous le faites? Oui, alors là, historiquement, la recyclerie créative, au début, n'était pas du tout opérationnelle sur la collecte, parce qu'on n'avait pas les bâtiments pour le faire. Donc, ce qui fait qu'on a démarré immédiatement sur des programmes aussi bien en collège qu'en école primaire, ou même sur l'espace public. Donc, on a une spécificité à l'association qui était fondatrice de pouvoir monter des événements. On en a en projet, là, cette année, des événements assez importants. Il y a un certain nombre d'écoles aussi chez qui on doit aller. Là, on a un programme qui va démarrer dans une ITEP, donc qui sont des établissements spécialisés. On est allé dans des IM-Pro, on est allé dans des collèges, notamment dans des sections SECPA, pour faire travailler des gamins aussi sur les déchets et les revaloriser. Donc oui, c'est absolument essentiel justement d'être impliqué dans tous ces cursus scolaires. Et vous leur faites faire quoi aux enfants? Vous leur faites un peu bricoler ou... Alors nous, les programmes qu'on essaie de monter en école, c'est d'avoir la phase pédagogique, c'est-à-dire on part de Eugène Poubelle, qui a été le premier à mettre des systèmes en place pour collecter des déchets, jusqu'à aujourd'hui la réutilisation. Pourquoi on en vient aujourd'hui à la réutilisation? Et après, on passe à des phases pédagogiques mais pratiques, c'est-à-dire qu'ils fabriquent, c'est-à-dire on fabrique du mobilier, on fabrique des accessoires, on fabrique pourquoi pas des bijoux, des fois des bracelets, etc. Donc il y a une phase de fabrication. Et on essaie toujours de finir dans les établissements par une phase événementielle. On fait une expo de ce qui a été réalisé. On met en valeur le travail des élèves sur ce qu'ils ont réalisé. Et l'idée après, c'est d'impliquer du coup à travers cette exposition d'autres élèves de l'établissement et aussi les parents. Donc quand on fait un programme abouti, tel qu'on l'a imaginé depuis le début, c'est ça, la phase pédagogique, la phase pratique, on fait, et après il y a l'événementiel. Et comment ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils apprennent, les enfants? Ça marche bien, on va dire, ou alors ça leur passe un peu au-dessus? Comment ça se passe? Oui. Là, c'est typiquement l'atout majeur de la créativité, c'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui a été créatif, j'entends souvent des réflexions, oui, quand on voit ce que vous faites avec de la matière, ça donne pas envie de la jeter. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est ça aussi qu'on transmet aux gamins avec qui on travaille, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui, avec un peu de transformation ou un peu de réflexion, peut être vraiment utile. Et dans un certain nombre de cas, peut largement remplacer du neuf, ce qui est là aussi une logique environnementale dans la préservation des ressources naturelles qui est importante. Vous menez également des missions d'expertise auprès d'entreprises de Bordeaux. C'est vous, Florent Lafitte, qui vous occupez particulièrement de cet aspect. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment ça fonctionne? Oui, alors effectivement, je travaille pour l'atelier d'éco-solidaire qui est membre du Club des entreprises de Bordeaux. Et le Club des entreprises de Bordeaux, en collaboration avec la recyclerie, a décidé de mettre en place une expertise auprès de ses adhérents, donc ça peut être des entreprises, des associations ou des organismes publics, pour étudier leurs pratiques en termes de développement durable, notamment sur la question des déplacements
des déchets et leur pratique en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc concernant les déchets, l'objectif c'est d'identifier les flux que ces entreprises, que ces adhérents génèrent, pour essayer après de mieux travailler ensemble, car il y a des compétences locales sur ces questions, comme on peut le voir avec Fabrice et la recyclerie, mais également des acteurs pour la revalorisation et le retraitement de ces déchets de façon locale. D'accord. Est-ce que vous avez des retombées positives? Quels sont les projets en route en ce moment? Alors les projets, tout d'abord, là, on est encore même dans la phase analyse, où l'objectif c'est de rencontrer un maximum des 220 adhérents au Club des entreprises de Bordeaux. Donc à ce jour, j'ai pu en voir 85. Donc ce qu'il en ressort, c'est que le tri est fait par environ 60% des adhérents, donc il y a un gros potentiel sur les 40% pour qu'ils se mettent à faire le tri. Mais il y a également le sujet du bien faire le tri. On peut le faire, mais il y a également, après, il faut bien le faire. Et c'est là où on voit qu'il y a encore des mauvaises connaissances sur ces pratiques. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire. Après, essayer de réduire leur quantité de déchets. Ça peut être des petites actions toutes bêtes, comme réduire le volume d'impression, privilégier plutôt le recto-verso, et également sensibiliser sur tout cet aspect réutilisation auquel les entreprises ne pensent pas ou ne veulent pas particulièrement penser. Donc c'est là où intervient la recyclerie, qui elle, c'est sa particularité, une de ses particularités, collecte ces déchets d'entreprise. Donc ça permet d'avoir une évacuation entre guillemets plus environnementale de ces déchets. D'accord. Et que font les mauvais élèves? Est-ce que vous les punissez ou vous leur mettez des malus? Quels sont vos moyens de convaincre? Non, vraiment, l'objectif de cette enquête, c'était d'identifier les pratiques, pas de punir, pour essayer de les faire changer, mais sans se fâcher ou quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, j'ai pas les pouvoirs pour ça, mais c'est vraiment une sensibilisation, une action de sensibilisation qui des fois, on a des retours assez positifs sur ça, des petites choses qui sont mises en place ou des pratiques qui évoluent alors qu'on a juste rencontré l'entreprise pendant 1 heure. Il faut du temps pour faire changer les mentalités, mais ça marche. Notre émission Parle en nature avec comme invité Fabrice Caïd, directeur de l'atelier d'éco-solidaire, et Florent Lafitte, chargé de mission développement durable, et Sylvain qui est toujours là pour co-animer cette émission avec moi. Donc nous parlions de l'atelier d'éco-solidaire et de ses actions en général. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur l'impact que vous avez eu, que vous pensez avoir? Est-ce que vous avez des chiffres un peu pour mesurer les réactions quant à vos activités? Alors, les chiffres, ils sont assez proportionnels aujourd'hui à la nouveauté, hein, puisque je vous parlais de 33 000 tonnes tout à l'heure sur les déchets encombrants global traités par la Cube, hein, qui comprennent tous les déchets qui sont hors ménagers, donc ce qui fait des gros volumes. Mais quand on revient aux réutilisables, la Cube avait identifié dans ses déchetteries a priori 2000 tonnes réutilisables. Ce qui est intéressant de rappeler ce chiffre, c'est que si on le met en parallèle avec ce que nous qu'on peut produire avec la tonne qu'on collecte, on est à peu près sur une moyenne de 2000 € générés par tonne collectée, tout confondu entre ce qu'on vend à très bas coût et ce qu'on vend avec une valorisation créative. Donc ça donne le champ en fait de ce qu'il est possible de faire au niveau économique sur ce sujet, à savoir qu'on n'est plus à l'idée de se dire c'est une bonne idée, c'est que c'est carrément nécessaire, indispensable. C'est-à-dire que cette opportunité de créer de l'emploi sur un territoire, c'est vraiment des emplois qui ne sont absolument pas délocalisables, puisqu'on utilise la matière qui est produite sur place, qui participe aussi sur un volet fort à l'insertion, puisque on a, nous, une proportion conséquente de personnes qu'on dynamise dans l'emploi, hein, c'est 70% dans l'association. Donc je pense que on n'est plus au niveau de réflexion de se dire peut-être que c'est une bonne idée. Non, c'est vraiment une idée indispensable. Donc en termes de chiffres, cette année, on va être sur 60 tonnes qu'on aura nous collectées globalement.
et presque 50 tonnes qui sera retourné dans la consommation. Donc on a la particularité d'avoir quand même un fort volume qui retourne dans la consommation, puisque la moyenne des recycleries sur le territoire, elles sont plus souvent, enfin, en moyenne sur du 50-50, donc un certain volume qui part en recyclage, puisque malgré tout une recyclerie, tout ce qu'elle n'utilise pas, au minimum elle le met dans les filières de recyclage, donc le bois dans le bois, le métal dans le métal, et donc elle a une action aussi de tri des matières qui rentrent évidemment. Et au niveau du nombre d'utilisateurs, j'ai envie de dire au niveau plus sociétal, un nombre d'utilisateurs accru, comment ça fonctionne? Est-ce que vous voyez lors des ateliers que vous avez plus de foule, plus de gens qu'avant? Oui, sur ce terrain-là, c'est vraiment assez rassurant pour notre activité, parce que je recevais encore là l'autre jour un entrepreneur là qui est passé sur la plateforme, qui connaissait pas du tout, qui me ramenait 4 chaises, et il me disait mais avant je les emmenais direct à la déchetterie avant que je sache que tu existes, et ça c'est à multiplier. Enfin il y a un chiffre exponentiel à réaliser là, autour de ça, et ce chiffre il sera réalisable quand on pourra justement multiplier les infrastructures. Donc il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de gens qui s'investissent sur le sujet, il y a beaucoup d'acteurs jeunes. Enfin, on vient d'écouter Florian, voilà, qui est bien plus jeune que moi, et donc qui est l'avenir de ce métier. Mais on en reçoit beaucoup de jeunes à la recyclerie qui soit sur la créativité, soit sur les logiques environnementales, soit sur les logiques sociales, rejoignent l'idée et ont vraiment envie de s'investir. Donc c'est vrai que c'est un choix de vie, parce qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, donc on n'a pas forcément des perspectives de rémunération, de cadre de l'économie de marché avec plusieurs chiffres au-dessus du SMIC, mais c'est un investissement sociétal, enfin je dirais personnel, qui donne une dimension de ce qu'on a envie de faire de la société de demain, qui est très très motivante. Voilà. Et quand je vois tous les jeunes qui s'impliquent avec nous dans cette logique, ça rassure sur la prise en main de toutes ces problématiques pour l'avenir. Et Florian, pardon, je t'ai appelé Florent pour toute l'émission, mais Florian, tu t'es investi là-dedans comment? Ça fait longtemps que tu participes à l'atelier d'éco-solidaire? Alors ma mission a démarré au 1er juillet donc, de l'année dernière, ce qui fait 6 mois. Donc je m'investis depuis 6 mois à travers la mission pour le club, et également la convention prévoit, étant donné que c'est Fabrice qui m'encadre, je suis dans leurs locaux, une journée par semaine réservée à l'association. Donc là, effectivement, ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai pu voir un petit peu tout, tant le côté entre guillemets bureau, que partir en collecte, voir le travail des collecteurs, le rangement d'ateliers, et tout, essayer de trouver des perspectives pour faire avancer l'atelier également. Quelles sont les perspectives justement à l'heure actuelle, les projets de l'atelier, si vous en avez? Les perspectives, je reviens sur les 2000 tonnes potentielles sur la Cube. Alors on ne va pas tous nous les traiter, mais on est impliqué dans l'idée de créer des modèles, parce que ce qu'on se rend compte, et alors la créativité rajoute un bonus à l'histoire, tout ce qu'on fait au niveau de la création, et rajoute vraiment le bonus de l'association. Mais néanmoins, enfin, c'est un potentiel, comme je disais tout à l'heure, en termes de ressources autonomes pour une économie sociale et solidaire, qui va générer de l'emploi et qui va aider des gens. Enfin, toutes ces vertus-là nous donnent des perspectives absolument énormes. Donc évidemment, il y a quand même un lobbying politique à faire sur le sujet. On est sans arrêt sur le terrain pour aller auprès des politiques en charge de ces problématiques, à ce qu'ils le prennent en main et qu'ils aident au développement. Mais il y a pas mal d'initiatives citoyennes, il y a pas mal d'initiatives aussi collectives en Gironde. Toutes les collectivités en charge du traitement des déchets réfléchissent à ça. Donc c'est plusieurs centaines d'emplois sur les 5-10 ans à venir, voire milliers d'emplois sur ce sujet, aussi bien sur la Cube, la Gironde, l'Aquitaine. Et on a rejoint récemment le réseau des ressourceries, qui est un réseau national qui existe depuis une douzaine d'années. Et l'idée justement, c'est qu'on puisse devenir, à travers ce réseau, une tête de pont pour faciliter justement le développement de ces structures au niveau départemental et au niveau régional,
Donc là, on est en démarche d'intention. Là, après, on va rentrer dans une démarche stratégique pour voir comment ça va s'organiser. Mais on est vraiment au bout de 4 ans d'existence de la structure, d'être dans une démarche de développement, de participer avec d'autres, voilà, de mutualisation des compétences et de participer avec d'autres à essaimer ce concept, pas forcément sous notre nom, mais en tout cas aider des gens qui ont envie de s'investir là-dessus à pas se prendre tous les pieds dans le tapis on a pu faire nous et aller plus vite parce que aussi il y a des obligations européennes, il y a des obligations du Grenelle de réduire ces déchets et que ce moyen de la réutilisation a beaucoup de vertus pour atteindre ces objectifs qui sont quand même assez conséquents pour la collectivité. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. Tout le rôle que vous jouez, est-ce que ça ne devrait pas revenir finalement aux institutions? Est-ce que ça ne devrait pas être des institutions d'État qui viendraient, qui feraient le travail que vous faites? Ben, là, on revient historiquement sur le rôle du citoyen et de l'association dans la société, c'est-à-dire qu'on peut considérer que nous, on fait du traitement de déchets, en effet, comme ça se fait dans un certain nombre de cas, ça soit traité en régie, comme on crée une déchetterie, ou qu'on le confie sur une délégation de service public. On travaille à ça, on travaille à faire reconnaître ce travail d'intérêt général qu'on produit, qui est reconnu en partie puisqu'on a un local qui nous est fourni, mais qui est encore pas suffisant aujourd'hui. Mais c'est bien sûr, les déchets, c'est une problématique publique et c'est aux institutions qui traitent des déchets de porter ce genre de projet. Là, une association toute seule ne peut pas faire le travail d'une collectivité. Et vous n'avez pas peur non plus que des sociétés privées essaient de s'emparer un peu de la richesse que ça pourrait représenter, la revalorisation La richesse des déchets, ça fait déjà des décennies et des décennies que les entreprises, on parlait tout à l'heure de la déchetterie Recycline à Floirac, c'est Veolia qui a mis en œuvre, évidemment, enfin ça fait longtemps que les grands groupes savent que sur des volumes de massification de déchets, on gagne bien sa vie, notamment sur l'enfouissement, hein, c'est le moyen le plus rémunérateur pour ces entreprises de gagner de l'argent. Justement, on est, nous, un peu le caillou dans la chaussure, et parfois collaboratif avec eux aussi, c'est-à-dire qu'elle est menée à considérer la réutilisation. Alors on ne va pas dire qu'on a été à l'initiative de Recycline parce que c'est quelque chose qui émerge au niveau national, mais déjà que ces entreprises qui savent qu'elles vont gagner leur vie sur le tonnage réservent une partie à la réutilisation, c'est déjà, on voit une vraie démarche de progrès pour l'avenir, et que forcément, bon là c'est un test hein, sur celle-là, mais c'est ce qu'on pourra attendre de demain, parce que c'est un peu comme en général, je dirais, dans le développement durable, quand on l'aborde, et on le voit avec Florian sur ses analyses avec les entreprises, les gens qui savent pas trop le développement durable, ils ont peur de se tirer une balle dans le pied, ou alors ils sont juste environnemental et puis ils font de la com, quoi, hein, le greenwashing, voilà. Et en fait, si on est vraiment dans les valeurs du développement durable, qu'on intègre une vraie réflexion sur ce qu'on produit comme déchets, sur le social, sur l'économique aussi, plus d'équité économique, et ben on se rend compte, enfin sur les entreprises qui ont un peu d'expérience, que au contraire, c'est énormément de richesse qu'elles créent, parce qu'elles créent de la richesse de confiance auprès de leur personnel, elles créent de la richesse avec ce qu'elles produisent comme rejet, elles font des économies aussi d'échelle sur l'approvisionnement, sur des choses comme ça, et donc le rôle vraiment qu'on a à jouer là-dedans, et aussi bien aussi sur le grand public, c'est comment ce développement durable il devient positif, et on ressent qu'en y allant, on va en tirer un vrai mieux vivre, et on va vraiment agir pour soi-même et aussi pour les autres. Donc là, c'est une vraie mission de communication. Justement, je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui pour en parler, parce qu'on a besoin évidemment de cette couverture médiatique pour démontrer que ce qu'on vit, c'est assez génial, et que si on le multiplie, il y a plein de gens qui peuvent rentrer dans cette logique géniale. Très bien, un bon exemple. Moi, j'aimerais juste qu'on indique à nos auditeurs, et puis j'aimerais bien savoir pour moi aussi, votre boutique est située au Grand Parc, la boutique de l'atelier déco solidaire, c'est bien ça ? Alors, on a une boutique au Grand Parc, oui, qui est une petite boutique de quartier qui vend essentiellement de la collecte brute, c'est-à-dire des vêtements, des livres, comme je disais tout à l'heure, des meubles qui n'ont pas eu de valorisation créative, parce que comme ça nous permet de les vendre à très bas coût. Donc cette boutique est dans le centre commercial du Grand Parc, place de l'Europe. Et on a une plateforme de travail qui est au bassin à flot, rue Lamotte-Piquet, et qui est ouvert tous les après-midi du lundi au samedi, où là on a une exposition
épouvante permanente de tout ce qui est créé avec les objets qu'on collecte. D'accord, donc on peut venir voir ce que vous faites. Et pour les ateliers, ça se passe où? Alors les ateliers, ils sont au Grand Parc, donc là aussi c'est rue Pierre-Trébeau, 49 rue Pierre-Trébeau. Et donc c'est le mardi après-midi, les ateliers publics de 17h à 20h et le jeudi aussi de 17h à 20h. On a une information très très documentée sur le site internet atelierdécosolidaire.com et sur la page Facebook où c'est presque une alimentation quotidienne de notre activité sur la page Facebook. Vous êtes très dynamique, c'est bien. Très bonne communication. Très bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que Fabrice Caïd et Florian Lafitte, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, comme je répète, merci de nous avoir invités. On a besoin de faire connaître cette activité et donc c'est toujours agréable d'en parler. On est assez intarissable sur le sujet. C'est nous qui vous remercions. Donc pour plus de renseignements, vous pouvez aller voir leur site, on vous le conseille vivement.